Bon, on va parler un petit peu de politique quand même. On a parlé ça faisait chrétienté. longtemps. Une dernière petite chose, justement, je vous disais que j'étais catholique et je voulais vous dire que ce matin, Oui, pas parler politique. j'avais prié j'avais prié pour les gens qui étaient seuls, j'avais prié pour les gens qui étaient malades, j'avais prié pour Gaza, pour les morts de Gaza, mais aussi pour les morts israéliens, et j'avais également prié pour Boualem Sansal. Oui, absolument. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Une pensée, effectivement, pour cet écrivain toujours détenu en Algérie. Juste vous dire quelque chose, et avec émotion, pourquoi je suis ainsi, et on est 6 enfants, on est tous comme ça. Je me souviens quand j'étais enfant, j'avais été avec une amie à moi, on devait avoir 14-15 ans, dans une église. Et je suis rentrée, j'ai dit à ma maman, oh là là, je pense que j'ai mal fait, j'étais dans une église. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Beit Allah, c'est la maison de Dieu, qu'on soit juif, chrétien ou musulman. C'était au Maroc, ça? Non, c'était en France. C'était en France. C'était en France, oui. Oui, parce que Il a très bien fait de vous dire ça, parce que c'est le cas. Bah voilà. Bon, alors on passe à la politique. Gérald Darmanin a été nommé hier, comme tous les autres ministres, passation de pouvoir qu'on a commenté, mon cher Vincent, hier soir. Bon, il n'a pas perdu de temps. Il va déjà sur le terrain aujourd'hui, le nouveau garde des Sceaux. À Amiens, dans la Somme, il échangera vers 16h avec des magistrats, des greffiers, des avocats de permanence. À 18h30, il ira dans un centre pénitentiaire de Liancourt, dans l'Oise. Alors, c'est vrai que j'ai pensé à vous quand j'ai vu qu'il allait rencontrer des magistrats, parce que on est tous en train, et puis on en reparlera justement de ça, de se dire, voilà, ça va aller dans le bon sens, Darmanin, Retailleau, même combat, les deux mêmes jambes. Et vous faisiez remarquer hier soir que les magistrats, ça allait peut-être pas suivre, n'est-ce pas, aussi facilement. Regardez l'affaire qui occupe tout particulièrement Marine Le Pen. Qui va se passer au mois de mars, je crois, où elle peut être frappée d'inéligibilité avec ensuite une exécution immédiate de sa peine. La réaction de Gérald Darmanin, qui dit non, mais ça, je suis absolument contre cela, alors que c'est dans la loi. Vous voyez que là, tout de suite, évidemment, les magistrats ne peuvent pas être, et le syndicat de la magistrature encore moins, ne peuvent pas être contents de cette toute dernière déclaration de Gérald Darmanin, qui date d'il y a quelques semaines. Donc, premier point. Deuxième point, les magistrats détestent, je vous l'ai dit hier soir, je vous le redis aujourd'hui, un garde des Sceaux qui vient du ministère de l'Intérieur. Alors ça tient pas à Gérald Darmanin. Si ça avait été le cas de Bruno Retailleau et qu'il avait été muté comme garde des Sceaux, l'affaire aurait été la même. Mais ce sont deux administrations qui marchent sur des codes bien différents. Surtout que Gérald Darmanin était allé jusqu'à se montrer dans une manifestation de policiers devant l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il avait évoqué que le problème de la police c'était la justice. Bon, c'est sûr qu'il est attendu au tournant, le garde des Sceaux. Il est certainement attendu au tournant. Et effectivement, la justice est indépendante, mais le ministre a quand même des prérogatives. Et ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il connaît très bien le ministère de l'Intérieur. Il connaît parfaitement les difficultés que rencontrent les policiers. Il connaît parfaitement aussi les freins que pose parfois la justice. Donc, il va aussi fonctionner par directive. Mais ça, c'est quand même un atout, non, quand même, de Moi, je trouve que c'est un atout. Et de l'autre côté, vous avez un Retailleau qui est aussi extrêmement engagé auprès de nos forces de l'ordre, qui a aussi pas de langue de bois et qui a parlé vrai et des convictions fortes. Moi, je trouve que le binôme, le duo, est extrêmement intéressant parce qu'il va regarder dans la même direction dont on a besoin aujourd'hui. Détermination, sévérité et fermeté, dit-il, Gérald Darmanin. Enfin. Oui, des peines courtes, mais effectives et prononcées hic et nunc. Immédiatement. Bon, évidemment, moi je souscris au discours de Naïma, je suis juste un peu plus en revers de la main. Oui, parce que, écoutez, les directives peuvent s'opposer à des contre-directives. Et les juges peuvent targuer d'une baisse de l'indépendance de la justice si, je dis bien si, le ministre est trop interventionniste. Tout cela est très sensible. Il va falloir agir, je crois, avec beaucoup de finesse, et d'une certaine manière, beaucoup d'élégance. Est-ce qu'on attend de Gérald Darmanin que, par exemple, sur certaines déclarations
absolument outrageante du syndicat national de la magistrature, eh bien, il demande des blâmes pour tel ou tel. Nous verrons, mais il faudrait au moins que tout cela cesse et qu'on mette certains juges, pas tous les juges encore une fois, il ne s'agit pas d'ensembliser, mais de mettre certains juges devant leurs responsabilités et devant la responsabilité des déclarations qu'ils signent ou co-signent. Naïm Fadel. Mais concernant le magistrat, le syndicat de la magistrature, effectivement, on voit bien qu'ils sont complètement sur une posture politique. Clairement, peut-être qu'aujourd'hui, on peut s'autoriser sans tabou, à dire que ces magistrats doivent pouvoir aussi rendre compte, puisqu'ils sont, en principe, ils doivent rendre justice au nom du peuple. C'est-à-dire ce que nous sommes. Donc ils doivent nous rendre aussi justice, mais nous rendre aussi compte. Pourquoi aujourd'hui on a une police des polices, mais on n'a pas une police des magistrats? À un moment, il faudrait en tout cas aborder ces questions-là sans tabou, et je pense que le duo peut l'aborder. Alors plaidons pour une ARCOM de la justice. Exactement, cher Vincent. On va écouter Yann Brossat du PCF qui était l'invité de Sud Radio et clairement lui aussi attend Gérald Darmanin en tournant. Ce qui compte pour moi, c'est surtout les résultats. Et c'est, est-ce que, par exemple, dans un certain nombre de quartiers qui ont été totalement envahis par le narcotrafic, on a enfin une lutte active qui permet d'y remédier? Est-ce qu'on recrée aussi des postes de douaniers qui nous permet de mieux contrôler nos frontières et d'éviter qu'entre sur notre territoire... Il y avait eu aussi les fameuses opérations PlaceNet, XXL. Mais si on a envie de prendre le mal à la racine, la question, c'est aussi comment on évite que rentrent sur le territoire français ces quantités de drogue qui ensuite se retrouvent dans nos quartiers. Et donc, si on veut lutter contre ce phénomène-là, on a besoin de personnel. Pour avoir du personnel, il faut du budget. Et donc, on aura assez vite la vérité des prix, au-delà des questions de casting de ministres. Alors c'est vrai que ce narco-banditisme et le trafic de drogue, Gérald Darmanin a déjà dit qu'il en ferait une priorité, avec également les violences faites aux personnes, aux femmes et aux enfants. Bon, Yann Brossat, c'est vrai que là il marque un point, il parle quand même de moyens et de budget. Non mais attendez, la tête, Yann Brossat, alors oui, comment il rentre de drogue, il va falloir fermer les frontières. Non mais attendez, alors que quand on veut une loi sur l'immigration avec justement la possibilité de fermer les frontières, ou quand on dit qu'on est en incapacité aujourd'hui d'accueillir même dignement les gens et qu'il faut revoir l'espace Schengen, ils sont les premiers et c'est un communiste aujourd'hui qui non mais discours. C'est la machine. s'il veut défendre, excusez-moi, s'il veut défendre les quartiers, mais c'est vraiment scandaleux. Vous savez que c'est les quartiers aujourd'hui qui sont gangrénés non seulement par la drogue, mais aussi par les violences, les agressions, les homicides, etc. Ça, je l'ai entendu ce matin. Il disait ce sont les classes les plus défavorisées. Jusqu'à maintenant, ils les ont jamais défendus. Mais quand on parle, par exemple, d'expulsion des logements sociaux des familles délinquantes, les cris d'orfraie. Quand on dit il faut absolument... Mais vous savez que vous avez une obligation de les reloger en France, ma chère Naïma. C'est la loi. Mais la loi, on peut revenir dessus. On peut mettre personne dans la rue, c'est la loi. On peut la changer, la loi. Vous savez, regardez le Danemark. Le Danemark, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place donc une loi parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, dans ces quartiers, c'est eux qui étaient gangrénés par le trafic, la délinquance, etc. Toute personne qui est effectivement poursuivie ou qui a été en prison, poursuivie pour des actes délictueux, ils sont expulsés de logements sociaux. Non, à charge pour eux de trouver un logement dans le privé. Oui. Vous pouvez pas aujourd'hui faire favoriser de la solidarité nationale des familles délinquantes. Et c'est pareil pour aujourd'hui les mineurs. Les mineurs aujourd'hui sont embrigadés dès 10, 11, 12 ans par le trafic de drogue et on n'a aucune poursuite pour les parents. Parce que en ayant une politique aussi comme ça, en tendant la main aux parents qui ont des difficultés pour les aider, mais en même temps en tombant sur les parents qui sont démissionnaires, on sauve des gamins. C'est ça qu'il faut voir. C'est qu'aujourd'hui, en ne faisant rien, eh bien, on laisse s'installer des gamins dans la délinquance. C'est vrai que la question délicate de la responsabilité pénale des parents est de faire payer, notamment les parents, leur priver d'allocation. Ouais. Oui, mais alors, c'est vrai que souvent, on vous retorquera qu'il y a des familles monoparentales, ce sont des femmes souvent seules, dont le mari a déserté, qu'elles se retrouvent doublement pénalisées. Alors, vous savez, quand on aborde ça, à chaque fois, moi, j'ai des SMS de familles monoparentales qui disent, mais nous, on est une famille monoparentale et on fait tout. Et je crois que la question des familles monoparentales, il faut vraiment nuancer parce que c'est
tellement... Non, mais pour ces femmes-là, je vous dis pas, tellement facile. Et en plus, on est dans un pays où l'État-providence est extrêmement généreux. Non seulement avec les familles monoparentales, mais aussi en termes d'aide éducative, où on a le conseil départemental qui ont des éducateurs qui peuvent intervenir pour aider les familles qui ont des difficultés. Il faut quand même sur cette question du trafic de drogue, mettre les pieds dans le plat et rappeler aux communistes que nous venons d'entendre que Yann Brossa, pour ne pas le citer, que immigration et narcotrafic sont liés. Il faut le dire. Et je ne suis pas le premier à le dire, Monsieur Darmanin l'a dit, j'ai même entendu Monsieur Le Maire, notre ancien ministre de l'économie, le dire aussi, les deux sont liés. Lorsque vous prenez des mineurs isolés, par exemple, ce sont des candidats absolument idéaux pour la chouffe et pour aider le trafic. Ils sont pris en otage. Ils ne risquent pas grand-chose. On les envoie ici. Mais bien entendu. Donc, tous les phénomènes sont liés. Il y a pas. Je ne dis pas que. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la coopération avec les autres pays, notamment le Maroc. Voilà. Et puis l'islamisme qui se finance aussi avec l'argent du trafic. Tout est lié. Justement, vous avez cité le Maroc. C'est extrêmement intéressant. Vous savez que les mineurs non accompagnés, c'était le Didier Lesky, le directeur de l'OFI, qui m'en avait parlé il y a 2 ans. Le Marocain voulait récupérer, parce qu'en fait c'est une minorité par rapport aux Congolais, aux Subsahariens, etc. Mais il voulait récupérer les mineurs isolés marocains. Et vous savez que les ONG se sont offusqués. Ils ont saisi la justice en disant ils rigolent pas avec ça, le Maroc. En disant non, parce que au Maroc, il n'y a pas les structures adéquates pour s'en occuper. Alors qu'ici, les gamins sont dans des hôtels, seuls, qui sont embrigadés dans le trafic de drogue, mais aussi la prostitution. Vous vous rendez compte ? Les foyers pour mineurs, c'est une catastrophe. Voilà. Alors je sais que dernièrement, du fait du réchauffement, on va dire des relations, comme on dit France-Maroc, ils ont mis en place donc un accord pour pouvoir récupérer. Parce que le Maroc justement peut récupérer ces gamins que nous, on est en incapacité aujourd'hui de prendre en charge, puisque déjà l'aide sociale à l'enfance est défaillante même pour nos propres enfants. Et il faudra bien remarquer aussi tout à l'heure, pour clore le débat sur tout cela, on parlait de la connivence qui doit exister entre Monsieur Retailleau et Monsieur Darmanin, je l'entends, mais ces deux-là doivent aussi être très connivents avec quelqu'un qui s'appelle le ministre des Affaires étrangères. Exactement. Parce que pour faire respecter la loi, et notamment les OQTF, il faut bien avoir des laissez-passer consulaires. Tout marche ensemble. Vous ne pouvez pas détacher l'un des blocs des deux autres. D'ailleurs, c'est ce qui a failli lors malheureusement, qui a amené au drame et à l'assassinat de la petite Philippine. Oui. D'ailleurs, vous disiez, justement, ce duo Retailleau-Darmanin est salué par la police, qui espère voir l'opportunité, je cite, de pouvoir réparer le bout de la chaîne pénale. Donc ça veut bien dire quand même qu'il y a un espoir de la part de la police. Oui, mais le syndicat national de la magistrature dit, lorsque M. Darmanin a été nommé, dit à peu de choses près, nous n'avons pas de ministre de la Justice. Vous voyez, donc ça va pas être simple l'affaire. Bon, il représente 30%. S'il travaille bien avec les 70%, je pense que les résultats... Gardons de l'espoir et de la joie, c'est le jour de Noël. Donc, on posera la question ce soir à mon invité à 19h10, Béatrice Brugère du syndicat Unité. Oui, on verra ce qu'elle en pense. Sa réponse sera intéressante. Merci à tous les deux. Merci. Joyeux Noël encore. Joyeux Noël.